Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de C'est à lire avec, dans la série Meurtre en Haute-Vienne, l'EHPAD buissonnière avec un trio de fous furieux. Fabrice Laurancier sont des sexagénaires embarqués dans une farce policière. Une farce policière, comme c'est étrange, a priori, la voie était ouverte par le commissaire Santonio et Frédéric Dard. Vous êtes dans ces chaussons, Frédéric Dard ? Oh non, les chaussons sont trop grands pour moi. Non, je suis... Bonjour. Mais l'esprit est là. L'esprit est un peu là. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'avais entre 15 et 20 ans, j'ai découvert, comme tout le monde, San Antonio, Audiard, Desproges. Et donc, c'est cet univers-là que je m'amuse un petit peu à mettre en place, mais dans un contexte très, très local, puisque vous l'avez compris, sont des adolescents qui ne savent pas qu'ils ont 70 ans, en fait. Donc moi, je me suis simplement inspiré des gens que je connaissais, dans un petit bled du nord de la Haute-Vienne, et où finalement, tout ce qu'on peut lire dans ce livre, on peut l'entendre aussi. Alors, le bled est totalement imaginaire. On est dans un coin du Nord, la Flugodie. La Fluglandie. La Fluglandie. Oui, ça c'est peut-être Groland, un peu inspiré. Le pitch du roman, ça démarre autour d'un projet futuriste. Évidemment, ça déplaît. Un projet futuriste mené par un milliardaire canadien, américain, autour d'un hypertube qui pourrait permettre d'aller à la vitesse, pas de la lumière, mais en tout cas aller très très vite dans des espèces de tubes pour transporter les personnes et les marchandises. Ça surprend dans une nature où les vaches paissent tranquillement. Mais autour de tout ça, il va y avoir, comme c'est un polar, quelques situations qui vont générer du sang. Alors le polar, ça permet de s'intéresser à toutes les couches de la population, qu'elles soient des tranches d'âge, mais aussi les couches sociales. Le polar va partout, parle à tout le monde, du milliardaire aux paysans du coin. Le polar touche effectivement toutes les couches de la société et tous les coins de la société. C'est-à-dire que c'est pas simplement les grandes villes dans les rues sombres sans éclairage public qui sont l'objet de ces situations-là. Et c'est vrai que par contre, quand ça arrive dans des petits coins où la nature en général fait que tout le monde meurt, mais de sa bonne mort de vieillesse, ça surprend un petit peu les choses. Votre éditeur nous prévient, il s'agit d'une farce policière. La farce, c'est quelque chose qui vous est habituel ? Vous aimez ? Oui, bien sûr. La farce fait partie de la vie. Sinon, effectivement, ce serait assez triste. Donc, toutes les occasions sont bonnes. Du coup, comme j'ai un emploi par ailleurs qui de temps en temps me permet d'avoir un peu de farce dans mon quotidien, mais un peu moins que je ne le souhaite, je le mets de temps en temps dans des romans. Comment est venue l'envie d'écrire pour être lu ? Alors l'envie d'écrire d'abord, pour être lu, c'était pas un objectif. Or quand j'avais, autour de 18-19 ans, j'ai perdu mon père à cette époque-là, et il fallait que je trouve quelque chose un peu pour raconter, pour compenser sans doute. C'est venu tout simplement comme ça. Et puis c'est simplement, vous voyez, entre 18 et une cinquantaine d'années, un jour j'ai une amie, Laurence Jardy, qui publie également des polars chez La Geste, et qui me dit, mais tu devrais, je lui avais donné le précédent du Rififi à l'EHPAD, je lui dis, tiens, qu'est-ce que t'en penses ? Elle me dit, mais faut le présenter. Donc on l'a envoyé, c'est un peu elle qui m'a boosté pour le faire, et puis finalement il a été bien reçu. Alors le point de départ de ce roman est un lieu que je connais plutôt bien, parce que j'ai eu l'occasion d'y aller plusieurs fois, c'est l'aéroport de Ouagadougou. On est à 2 doigts de virer SAS, j'ai eu peur, et pas du tout. Pas du tout. En 2 pages, on arrive, on embarque, on s'envole. Votre découpage est assez nerveux. Comment est-ce que vous travaillez ? Il y a un plan particulier, il y a un fil rouge pour développer l'intrigue ? J'avoue que les personnages m'entraînent plus que le contraire. C'est-à-dire que, comme j'écris par période, sur une année, je peux écrire pendant 15 jours, tout simplement. Donc c'est à ce moment-là que ça s'enchaîne, mais il peut m'arriver aussi entre la partie que j'aurais écrite au mois de décembre et celle que j'aurais commencé au mois de janvier, d'oublier le nom des personnages. Donc en fait c'est un peu en flux tendu, si je puis dire. Et puis ça vient d'un seul coup, mais ce sont là aussi une surprise, les personnages qui vous guident un peu. C'est pour ça que d'avoir des personnages un peu loufoques, un peu des personnalités un peu fortes, ça vous emmène. Et ce qui est sympa, c'est que finalement quand on retombe sur ses pattes, là, c'est assez sympathique. Alors, le roman m'a beaucoup fait rire. Il y a quelque chose qui m'a intrigué au tout début. Ce sont des remerciements. Mais que vient faire Georgette Plana à côté de Frédéric Dard, à côté de Desproges, à côté de Springsteen ? Oui, Georgette. Pourquoi Georgette ? Georgette, parce qu'à l'époque où on avait ce qu'on appelle des manches-disques,
et peu de vinyle. Mes parents, alors je ne sais pas si c'est du sadisme, de la maltraitance, du harcèlement. Toujours est-il que j'avais du Georgette Plana et Rikita. La chanson préférée La de ma chanson. grand-mère. Ah ben oui. Alors, et comme quoi le traumatisme se poursuit, parce que dans mon travail, dans mon bureau, quand la journée est terminée, parce que à un moment on se dit bon, faut y aller, souvent ma secrétaire, quand elle entend Georgette Plana chanter Rikita, c'est qu'elle sait que c'est la fin. C'est la fin. C'est l'heure de débaucher. Donc voilà, vous voyez, quand on parle de faire des farces, bon, c'en est une, mais Georgette Plana a raisonné au-delà du raisonnable, je pense. Vous exercez une fonction éminemment sérieuse, hein, vous dirigez un établissement scolaire. Cet esprit volontiers rigolard, il faut le canaliser, il faut le maîtriser dans votre boulot? Oui, bien évidemment, mais enfin, je pense comment dirais-je, la bonne volonté, le bon sens et la bonne humeur font partie pour moi d'une espèce de triptyque qui doit pouvoir s'appliquer à quasiment toutes les situations. Donc dans le travail aussi, on peut faire les choses avec éminemment de sérieux, mais aussi en plaisantant, parce que c'est pas quelque chose qui viendra. Et puis je crois qu'on a des natures, donc il faut que ça matche. Et quand ça matche, en général, ça se passe plutôt bien. Dans cette série, on est parti pour une trilogie. Le 3e sort quand? Alors le 3e n'est pas écrit. Et puis déjà, il faut que celui-ci fonctionne un petit peu, que la maison d'édition soit OK pour qu'on envisage. Là, on était sur les pas de Buissonnière. Peut-être qu'on pourrait envisager une balade du côté du Bordelais, puisque ils vont plus facilement aller visiter les châteaux et les caves que les bibliothèques, ces 3 adolescents, vous l'avez bien compris. Donc peut-être qu'effectivement, si ça se passe bien, on pourrait imaginer un 3e volet. Merci Fabrice d'être venu ici pour ce 7 à lire. Et nous, on se retrouve bientôt, figurez-vous.